Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 12. Dans l'extrême peur, le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow, actuellement dans le neutral. Bonne vidéo, c'était Zap Crypto. On a rebondi essentiellement. Déjà, on a eu les minutes de la Fed. Alors, on va jouer un petit peu sur les mots. On a une Fed qui est agressive contre l'inflation, sur une montée de 0,50 à chaque réunion de la Fed. En trois réunions de la Fed, ça veut dire en à peu près, il y a 8 réunions de la Fed par an. Donc, en 3 réunions de la Fed, on est sur du 5 mois. Montée de 1,5%, les taux d'intérêt, c'est très rapide. Mais elle n'est pas ultra agressive. C'est le terme ultra agressif. Notamment, c'est Peter Cardillo, l'économiste en chef de Spartan Capital Security à New York. Un petit fonds de quelques dizaines voire peut-être même centaines de milliards, je ne m'en rappelle plus. Voilà, donc il dit, bon, finalement, c'est un petit peu moins, c'est pas ultra agressif, donc ça nous rassure un petit peu. Bah écoutez, super. Et la deuxième chose, c'est que je vous l'avais signalé hier, on avait une sorte d'anomalie hier. On avait Amazon qui avait pris presque 5%, 4,9%. Apple, là je vous avais dit, quand ça commence à racheter du Apple qui avait pris 2,9% et surtout du Amazon 4,9%, c'est pas tous les jours. C'est qu'il y a pas mal d'investisseurs qui considèrent que sur Nasdaq, on est arrivé un petit peu à un point bas. Et en fait, cette progression a continué hier, puisqu'on a Tesla, Amazon, Apple qui ont enregistré des hausses. Alors, pas du 5%, mais ça reste, c'est toujours bien d'être toujours en hausse quand on a pris la veille 5%. Et donc, ça contribue à la performance du Nasdaq. Ça a soutenu aussi le S&P 500. Donc, tout ça, ça s'est mis à décoller parce que les investisseurs sont revenus sur toujours les mêmes valeurs, les poids lourds, les valeurs pour lesquelles on se dit dans 10 ans ils sont toujours là, ils sont les leaders mondiaux, ils vont encore renforcer certainement leur domination. Donc on est sur des zones où à moyen terme c'est cadeau de chez cadeau d'acheter, mais en attendant, à court terme il ne se passe rien et on attaque ces zones de support avec un momentum affreux, un sentiment horrible. Donc d'un point de vue gestion du risque spéculatif, c'est très compliqué, effectivement, de se positionner sur ces zones-là. Il faut un cran énorme. Donc, pour ma part, je pense qu'il va surtout falloir du temps, le temps que ce sentiment se reneutralise de lui-même, mais surtout de comprendre que si on parle de bear market, je suis toujours, malheureusement, mais en totale contradiction avec ça. Je pense que ce qu'on connaît, c'est pas du tout un bear market, c'est un cycle baissier spéculatif. C'est-à-dire... pour moi, ce qui est baissier ici, c'est uniquement le sentiment, la perception qu'ont les gens de ce marché. Et la spéculation est clairement en chute libre. C'est-à-dire que là, effectivement, les gens qui ont des biais spéculatifs dans ce marché sont morts. Alors, certains me diront, mais c'est le but d'un bear market, Phil, c'était la même chose en 2018, les spéculateurs disparaissent, les investisseurs se positionnent, et puis ils patientent, et au final, rebull market. Ouais, mais sauf que ça n'a rien à voir avec 2018-2019. Moi, je pense que ce qu'on a aujourd'hui, c'est au contraire des centaines de millions qui affluent de toutes parts pour venir financer des projets. Donc, je pense que le principal problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une réelle dichotomie entre l'avancement technologique de ces solutions techniques et la spéculation. Il y avait des gens qui anticipaient le futur mirobolant, ça y est, c'est tout de suite, 2023, 2024, machin, l'adoption de ceci, la nouvelle technologie de cela, etc. Moi, j'avais toujours été clair, on est en train de préparer une bulle. Mais il n'y a pas de doute là-dessus. Quand l'adoption des cryptos sera à son sommet, je vous rappelle, on avait fait ce cours-là, c'est ce que le marché trade, c'est la dérivée primaire, c'est-à-dire le rythme de croissance de l'adoption du marché. Le jour où le rythme de croissance ralentit, la bulle va éclater, d'accord ? Mais à mon avis, on est encore dans la phase où il y a encore très très peu de gens qui utilisent les cryptos. C'est toujours très très immature comme marché, donc on est encore dans la phase d'accélération. Il y en a qui spéculent sur le fait que ça y est, le rythme de croissance est déjà en train de se ralentir, donc c'est terminé, la bulle a déjà été faite. Bon, moi je pense qu'en termes de bulle, on est très loin encore du compte. Donc on va voir encore, mais j'ai plutôt l'impression, comme d'hab, qu'on est en train de la préparer, cette bulle. C'est-à-dire que la tendance multi-time frame qu'on a construite, c'est la formation à venir d'une bulle qui devrait tirer jusqu'à 2024-25.
Donc il y a encore énormément de hausses de prix à venir parce qu'il va falloir que ça ressemble à une bulle. Donc des rythmes de croissance en croissance, d'accord? C'est-à-dire la dérivée première, le rythme de croissance doit continuer d'augmenter. Et si tel est le cas, j'aime autant vous dire que les prix, ça va être furieux, hein. C'est-à-dire que ça, il va falloir aller plus vite, puis après re-ranger, puis encore plus vite, ok? Donc c'est vraiment ça, et c'est comme ça qu'on forme les bulles. Hier, malheureusement, pour notre grand regret, le Bitcoin se décorrèle alors que le S&P 500, le Nasdaq et tout ça sont en train de pump. Donc vraiment, il n'y a pas pire. Nous, on se prend la corrélation quand ça dump, mais par contre, quand ça pump, on récupère pas. Donc c'est assez dramatique ce qui est en train de se passer. L'indice du dollar, pareil, hier, journée de baisse. En général, c'est plutôt bon signe pour le Bitcoin, mais actuellement, non. Les faits sont encore ici présents. Là, pour le coup, ce que nous dit les graphiques, c'est que l'argent ne coule pas sur le marché des crypto-monnaies. Il est en train de plutôt sortir. Donc je sais pas ce qui se trame côté fondamental, je sais pas s'il y a des choses qu'on ne sait pas, si les institutionnels, si les gros sous vraiment délaissent réellement les crypto-monnaies, ou je suis en train de manipuler le marché pour mieux repartir derrière. Malheureusement ça je peux pas vous le dire, mais en tout cas ce que je constate, voilà, et que vous constatez aussi, hein, je suis pas le seul à constater, je l'invente pas, c'est que actuellement les indices risqués aux États-Unis repartent un petit peu, les valeurs technologiques repartent, le dollar se calme, mais côté Bitcoin, pour le coup, c'est un petit peu délaissé. Donc, à voir si c'est pas une anomalie, si c'est pas une manipulation de marché pour nous faire lâcher nos cryptos. Si peut-être dans quelques jours ça va repartir quand le SP peut-être se calmera un petit peu, calmera sa hausse et du coup on ira chercher de la performance sur les crypto-monnaies pour les gros sous. Mais en tout cas, voilà, comme je vous dis, pour le moment, c'est vraiment pas très positif ce qui se passe. Alors, notre Bitcoin, vous le voyez, hein, on continue de se faire rejeter. On est trop faible, on continue de se faire rejeter indéniablement par cette ligne, par cette ligne de tendance baissière. Vous le voyez, regardez comment c'est millimétré, hein. Regardez ça, comment c'est chirurgical. Hier, on a fait une... Pardon. On a fait une mèche hier, une mèche qui a été chercher pile poil la ligne de tendance. Donc les petits malins qui me mettent en commentaire que mes niveaux sont complètement merdiques ou quoi, j'ai envie de dire, franchement, ça réagit plutôt bien au centime près par rapport à mes niveaux. Mais bref, c'était pour la petite anecdote. Donc là, hier, on a fait un petit pump. On s'est fait rejeter au centime près par rapport à la ligne de tendance baissière. Et malheureusement, on s'est fait encore rejeter hier. Et comme je vous l'ai dit depuis un certain temps, c'était quand? Depuis le 11 mai. Tant qu'on est en dessous cette ligne de tendance baissière, vous le voyez, hein, à chaque fois, on revient la toucher. On fait des mèches au-dessus. On revient la toucher, on fait une mèche. On revient la toucher, on fait une mèche. À chaque fois, on s'est fait rejeter. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe quand on se fait trop rejeter par une résistance? Parce que cette ligne de tendance baissière, c'est une résistance. Quand on se fait trop rejeter par une résistance, qu'est-ce qui se passe derrière? On crache, parce que la résistance, elle est trop forte. Donc si la résistance, elle est trop forte, terminé, on crache pour faire une figure et reprendre de la puissance plus tard pour essayer de la break. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. On n'a pas réussi à péter la ligne de tendance baissière. Donc qu'est-ce qui se passe? On crache. Et là, on n'est pas en train de cracher n'importe où, hein. Regardez où est-ce qu'on crache. On a été chercher une nouvelle fois le bas du range. Le bas du range qui nous tient depuis maintenant le 11 mai 2022. Le bas du range qui nous sert de support. Vous le voyez, on a fait une touchette ici. Ici, on l'a touché. Ici, on l'a touché. Ici, on l'a touché. Là, on a fait une mèche, mais on n'a pas cassé. Et là, on est dessus. Donc aujourd'hui, il faut impérativement sauvegarder les 28 644 $. Donc on passe directement sur l'hebdomadaire. Nouvelle semaine qui va encore une fois clôturer peut-être dans le rouge. Donc ça nous ferait 9 semaines de baisse. Décidément cette série elle est incroyable, impossible de la stopper. Donc bientôt peut-être le chiffre symbolique des 10 semaines de baisse consécutives sur le Bitcoin. En tout cas si on prend un petit peu de recul, ce que je peux constater c'est que globalement ici donc c'est le gros support des 30 000 $. Vous voyez ici on va peut-être faire encore une semaine qui pourrait visuellement, si je puis dire, passer. En gros, ça voudrait dire que ici, on resterait quand même sur le support. Pour moi, il ne serait pas cassé. Maintenant, si on vient clairement à refaire une bougie comme ça, assez puissante, et clôturer sur cette note-ci, pour moi, là, le support des 30 000 $ deviendra résistance et on l'aura officiellement cassé. J'aimerais quand même mieux qu'on réussisse à clôturer quand même un peu plus haut d'ici dimanche soir, parce qu'on va pas se mentir, il y a encore du temps, 3 jours sur les cryptos c'est énorme, on peut très bien clôturer ici, on peut très bien clôturer à 35 000, donc on verra où se passe la clôture, mais dans l'état actuel, c'est pas optimal, mais ce n'est pas non plus catastrophique, on reste quand même globalement sur le support des 28 000 $, vous voyez ici il y a la mèche, donc pour moi on tiendra encore le support si on clôture dans cet état, mais c'est clair et net qu'il ne faut pas aller bien plus bas,
puisque sinon le support on peut clairement l'oublier, et de toute façon je pense qu'on va pouvoir l'oublier parce que la clôture pour la fin du mois de mai approche à grands pas. Il nous reste 3-4 jours maintenant, et c'est vrai que les chances pour retourner à 35 000 $, ça me nuise de jour en jour. Donc peut-être que Bitcoin va nous sortir un rallye de folie pour terminer ce mois, mais c'est sûr que voilà, c'est dur de l'imaginer, mais voilà, il faut rester factuel. On observera ce que nous donnera le graphique. S'il nous donne cette clôture, et ben voilà, on deviendra baissier sur le mensuel, et puis on fera avec. Mais pour l'instant, tant que les bougies ne sont pas clôturées, et ça c'est très important, tout le temps attendre les clôtures des bougies, ben on va pas faire des plans sur la comète qui ne serviraient à rien à part s'embrouiller l'esprit. On a un range ascendant ici. Pourquoi j'ai dessiné ce range? Parce que je le trouve assez précis ici, surtout l'été précédente. On s'est bien rejeté ici par cette résistance, 3 fois, 1, 2, 3 ici. Et sur le bottom, on est sur le point de le retester. Alors sur le point, visuellement, on est sur le point de le retester, sauf que, regardez ici, c'est sur du 25 000. Alors niveau prix, niveau pourcentage, on est encore loin de cette target, mais visuellement, on n'est plus trop loin. Voilà, on essaie d'optimiser un peu les choses. On n'est plus très loin visuellement des 25 000. Sinon, on a également un range descendant ici, over on Binance. On a testé 2 fois le top ici. On a le bottom rouge ici qui correspond également au bottom du range bleu. Donc ça peut être plutôt intéressant. Alors attention, si on teste ici, les deux en même temps, c'est plus possible puisque le bottom rouge, il est ici, il est légèrement plus bas. Le bleu est légèrement plus haut. Donc théoriquement, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement faire une tige et clôturer dans le bleu après. Voilà. Mais pour l'instant, on n'est sur aucun des deux bottoms. D'accord? Le bottom le plus proche, il est ici vers les... La semaine actuelle, c'est vers les 25 461. Niveau support RSI, est-ce que ça tient ou pas? Pour l'instant, ça dépasse un tout petit peu ici. Voilà, il y a un poil de couille qui dépasse ici sur le support. Maintenant, c'est de la résistance, mais attention, bougie pas clôturée. Ça peut très bien clôturer au-dessus encore cette semaine. Pour le bottom, on a plusieurs solutions. Donc, on a la solution par rapport au Fibonacci et au graphique lui-même. Donc, au Fibonacci, tout simplement, on a les rectangles verts. C'est à chaque fois les retracements 0,236, 0,382. Du coup, ça nous donne un rectangle de Fibonacci en logarithmique. Je précise. Donc, c'est quoi en logarithmique? C'est tout simplement, vous avez, alors je vais vous montrer un exemple. Hop, vous prenez un bas et jusqu'au sommet. Et ensuite, vous cliquez là. Et vous descendez et vous cliquez, voilà, ici, niveau basé sur les Fibonacci. Et ça vous donne, vous voyez, le Fibo 0,236, 0,382. On met un petit rectangle et c'est pareil. J'ai fait la même chose pour chaque bottom. Et vous voyez qu'à chaque fois, les bottoms, ils sont dans ce rectangle. Alors, soit au milieu, soit on vient chercher carrément le bas, les 0,382, comme ici et ici. Mais globalement, les bottoms se font dans ce rectangle. Ça tombe bien, on est déjà dans le rectangle. Voilà, donc bien entendu, on pourrait aller plus bas. On pourrait aller au bas du rectangle, vers les 21 000, 22 000 $. Mais voilà, si on devait faire comme le passé par rapport au Fibonacci, on ne devrait pas aller plus bas que les 21 000 $. Ensuite, il y a bien entendu le bas du canal. Vous voyez qu'on a un canal long terme. Donc pareil, en général, on ne va pas sous le canal. Ici, on a été pile dessus. Ici, on a été pile dessus. Ici, on s'est arrêté sur l'intermédiaire. C'est la petite trendline rose. Ici, vous voyez, on s'est arrêté sur l'intermédiaire. Ici, on s'est arrêté par 2 fois sur l'intermédiaire. Donc l'intermédiaire, on est en train de le travailler. Voilà, si on le casse, il y a des chances qu'on aille rejoindre du coup le bas du canal qui se cumule parfaitement au Fibo 0,382, donc aux 21 000 $. Si par contre on se base par rapport au pourcentage de retracement qu'on a eu à chaque bear market, vous voyez qu'ici on a eu 94, 87, 84, donc à chaque fois ça diminue légèrement. Donc théoriquement, si on suit ce pattern, on devrait avoir un bear market de 79-80%. Et là, du coup, ça nous mènerait plus bas. Ça nous mènerait aux alentours des 14-15 000 $. Donc, ça veut dire qu'on casserait cette structure-là. C'est-à-dire on casserait le fait qu'on clôture dans ces rectangles et on casserait également le canal. Voilà, pourquoi pas. Tout dépend si on respecte les Fibonacci et le graphique ou les pourcentages. Voilà. Donc, 14-15 000 $, qui est également, si vous mettez en mensuel, un niveau très important. Tout simplement parce que, regardez, hop, c'est la clôture qu'on a eue au dernier bull run. Vous voyez, la mèche, elle était à 20 000. Mais la bougie était aux 14 000. Et également, regardez, c'est le niveau qu'on est venu parfaitement rechercher ici. Donc c'est un niveau extrêmement important de support. C'est que les phases baissières sont les meilleures phases pour investir. Et là, c'est maintenant qu'il va falloir prendre les bonnes décisions sans se précipiter pour être capable ensuite de récolter en fait les fruits de tout ça dans quelques années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tout va se faire en fait dans les mois à venir. Donc c'est vraiment hyper important, c'est maintenant qu'il faut être présent, c'est maintenant qu'il faut faire les choses correctement et non pas
quand le marché est déjà en effervescence. Mais je pense que ça, en tout cas pour la plupart, je pense que vous le savez. Ethereum, son support, bon bah merci, au revoir, il a lâché donc ici. Je parle du support court terme, hein. Le support ici, il a lâché. Ça, on en a parlé, donc Ether avait des envies d'aller au sud. Bon, on est parti au sud, maintenant, mon problème, il n'est pas résolu. Dans le sens où on n'est pas encore venu chercher la liquidité sous les 1700. Et c'est quelque chose que je trouve d'assez bizarre. Pour moi, voilà, on doit aller chercher ces liquidités sous les 1700. Et d'ailleurs, pour parler de liquidité, on a un événement de liquidité dans la journée, ce qui va être le CPI, donc en gros, un petit peu en savoir plus sur l'inflation aux États-Unis. Pour les gens lambda, hein, donc pour les citoyens américains, est-ce que l'inflation, elle progresse ou non? Si elle diminue, enfin, je ne vais pas dire qu'on va partir dans une déflation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, l'inflation, en pourcentage, elle augmente. Ok, donc il y a toujours de l'inflation sur le long terme. Mais ce que je veux dire, c'est que l'inflation, elle évolue comment? Est-ce que l'inflation, elle diminue? Donc est-ce qu'on est à plus 4%, plus 3%, plus 2%? Si on est dans quelque chose comme ça, c'est que l'inflation, elle diminue. Il y a toujours de l'inflation. On est bien d'accord. Sur le long terme, il y aura toujours de l'inflation. La monnaie sera toujours dévaluée. Ça, depuis la nuit des temps. Mais l'inflation, la progression voilà, de l'inflation ralentit. Mais par contre, vous pouvez voir que l'Ethereum, lui, est en train de prendre un sacré coup pour le moment. Mais pourquoi est-ce que c'est le cas, vous me direz? Eh bien, le truc, c'est qu'on voit énormément d'options qui vont expirer aujourd'hui. Vous avez donc 1 milliard de dollars en options qui se terminent pour l'Ethereum aujourd'hui. Mais alors, c'est quoi une option? Eh bien, en gros, vous prenez un pari sur le fait que le prix d'une crypto en spécifique sera plus haut ou plus bas qu'un prix en particulier que vous prédéterminez. Ici, par contre, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, on a déjà parlé un peu de ça sur la chaîne. Mais en gros, sachez que certaines personnes vont soit se faire énormément de profit ou alors énormément de pertes en fonction d'où le prix de l'Ethereum va se trouver à la fin de cette même journée. Du coup, si on clôture la journée, vous pouvez voir ici entre 1600 et 1700 dollars. Alors, les gens qui ont acheté des puts, ce qui équivaut en fait au droit de vendre dans cette range, eh bien, elles profiteront d'approximativement 370 millions de dollars. Sinon, si à la place on clôture entre 1700 et 1800 dollars, alors là, elles profiteront de 325 millions. Et au final, entre 1800 et 2000 dollars, alors on a 280 millions de dollars en profit. Voilà un peu ce que potentiellement les bears pourraient gagner aujourd'hui. Alors bien sûr, en sachant ça, les bears vont tenter de pousser le prix au maximum vers la zone où il se ferait le plus d'argent. C'est normal, qui, comme on le voit, se trouve alors entre 1600 et 1700 dollars. C'est là où il y a le plus d'argent à gagner. Maintenant, le prix de l'Ethereum se trouve actuellement à 1788 dollars. Donc est-ce qu'il pourrait le faire chuter suffisamment, disons à notre 100 dollars en gros pour entrer dans cette zone? Eh bien, c'est ce qu'on va devoir attendre de voir aujourd'hui. C'est pourquoi on risque, je pense, d'avoir pas mal de volatilité. Voilà en tout cas ce à quoi je m'attends de la part de l'Ethereum. Et alors pourquoi ça monte aussi? Parce qu'on avait des craintes, donc cette inflation, on avait des craintes sur la consommation. Et là, on a des... alors je ne connaissais pas, si vous êtes aux États-Unis, vous connaissez certainement. C'est les chaînes de magasins à bas prix, Dollar General notamment, et Dollar Tree, qui ont progressé de 13% à 21%. Après avoir annoncé des prévisions de vente annuelle revues à la hausse. Donc c'est l'équivalent du Lidl en Europe. Hein. Lidl c'est allemand, mais bon, c'est l'équivalent. Donc pourquoi? Ça laisse penser que les consommateurs se tournent vers les produits les moins coûteux, alors que l'inflation a atteint un pic depuis plusieurs décennies maintenant. Donc le moteur n'est pas... comment dire, n'est pas grippé, sauf que on achète moins cher, on va plutôt sur les chaînes de magasins à bas prix. Et hier, il y avait il y avait une interview de Édouard Leclerc sur BFM ou BFM Business, je ne me rappelle plus, et il disait qu'il constatait ça, c'est-à-dire que la consommation en volume ne baissait pas du tout, mais il y avait un report sur des produits moins chers. Donc par exemple, on achète moins, globalement, la population achète moins de produits bio, un petit peu plus ciblés, donc des produits bio plaisir, mais elle revient sur des produits de consommation, on va dire, entre guillemets, courante, moins chère. Et c'est tout à fait normal. Quand il y a de l'inflation, c'est le réflexe. Et en plus, comme on nous le dit, on le fait. Tout le monde fait attention. Je connais des multimillionnaires à 9 chiffres, et il faut se mettre à faire attention aussi. Le côté top tendance, c'est être multimillionnaire et aller faire ses courses à Lidl. Bon, grosso modo, c'est acheter un produit Lidl pour en parler en soirée. Voilà. Mais comme quoi, tout le monde est touché par l'inflation. Bon, blague à part. On voit clairement qu'on est en train de monter. On ne fait que monter, d'accord? Donc,
Là, déjà, c'est le premier point, le point principal pour vous dire que le Bitcoin est en tendance haussière, très très long terme même. Regardez, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Après, en fait, on monte, on a des corrections, mais ça c'est comme dans tous les marchés, dans tous les actifs, partout en fait, c'est tout le temps été comme ça. Donc à chaque fois, on est bien obligé de dégager des débutants. Donc en fait, je vous explique comment ça se passe. Donc en fait, on explose, on corrige, on latéralise, on explose, on corrige, on latéralise, on explose, on corrige, on latéralise. Là, on a explosé, on a bien corrigé, on latéralise, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi en fait on fait ça? C'est très simple. C'est qu'en fait, ici, là, dans les latéralisations, on a en fait des grosses whales, donc des gros institutionnels, les banques, maintenant même les pays, bref, les milliardaires, tout le monde en fait rentre dans des zones intéressantes. C'est ce que moi aussi j'ai fait ces derniers temps pour ceux qui me suivent voilà, sur Twitter et sur YouTube depuis un petit moment. Donc en fait, moi, dès que je vois le Bitcoin corriger et commencer à latéraliser, j'injecte. Et ensuite, quand le Bitcoin pump, je sors mes liquidités. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis dans le bon sens. Les investisseurs sont dans le bon sens. Mais les personnes qui ne connaissent strictement rien au marché financier, et là, aux crypto-monnaies derrière, eh bien, en fait, se font complètement défoncer la gueule. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, là, quand on achète des bottoms et des latéralisations, et qu'on vend sur la montée, eux, en fait, ils font exactement le contraire. Donc, eux, ils sont là, donc ils entendent parler du Bitcoin. Après, c'est normal. Voilà, vous en faites sûrement partie, vous êtes sûrement débutant, tout le monde est passé par là, je suis moi-même passé par là. Donc en fait, vous entendez parler du Bitcoin un peu partout, donc là, tout le monde est excité, alors on achète. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans le mauvais sens. Il fallait acheter ici. C'est pas ici qu'il faut acheter, il faut vendre. Donc en fait, c'est pour ça qu'après, il y a des grosses corrections bien violentes. En fait, c'est juste pour sortir tous les débutants. Parce qu'en fait, tout le monde ne peut pas gagner de l'argent sur les marchés financiers tout le temps. D'accord? Il faut bien en fait qu'il y ait des gagnants et des perdants. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est un cycle et il faut l'accepter. Ça n'arrête pas en réalité. Je vous en parle depuis plusieurs semaines. Les levées de fonds sur les projets crypto, ça n'arrête pas. Les gros fonds d'investissement qui sont d'ailleurs derrière Ethereum, etc., ont levé près de 2 milliards de dollars ou un demi-million de dollars il y a encore 3 semaines en arrière. Ça n'arrête pas, c'est quelque chose Ils sont extrêmement actifs, mais plus ou moins dans l'ombre actuellement, donc nous on ne le voit pas sur les graphiques, bien évidemment, mais eux en fait sont en train de préparer la blockchain de demain et le monde de demain. Et c'est aujourd'hui qu'ils commencent à le préparer. Donc ils commencent à lever des fonds, c'est plusieurs milliards de dollars qui lèvent en permanence. Vous avez également un truc très intéressant par rapport à WeWork, donc son fondateur, qui a perdu et qui était valorisé. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je vous donne des chiffres un petit peu englobants. Donc c'est 40 milliards de valorisation à son plus haut. Ça a perdu 13 ou 14 milliards de dollars sur les dernières années. Ça a perdu près d'1 milliard, je crois, ou 2 milliards au niveau du crack Covid en 2020. Bien évidemment, c'était plutôt du co-funding, etc. Donc c'était un peu difficile pour pouvoir retourner travailler dans les bureaux. Mauvais timing, ça arrive. Et actuellement, est-ce que c'est un bon ou mauvais timing pour investir dans le Bitcoin ? À vous de voir, c'est toujours pareil. Quand on sera potentiellement à 20 000, 25 000 ou 15 000 dollars, on se dira peut-être que les 30 000 dollars n'étaient pas un bon timing. Mais il a essayé, il a osé, il y avait le vent en poupe à ce moment-là, il a perdu. Et aujourd'hui, il décide de partir dans les technologies blockchain et vient de lever 70 millions de dollars. Ok. Pour se refaire, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit que les grands faiseurs de ce monde, ou je ne vais pas dire l'ancien monde parce qu'on y est toujours, mais l'idée même de ces projets, de ces un peu génies de Wall Street, etc., qui lèvent beaucoup d'argent, pour laquelle on investit beaucoup en fait d'abord de la confiance, se dirigent potentiellement vers des projets crypto. Donc je trouvais ça très intéressant de le souligner, et c'est pas parce qu'il a fait perdre beaucoup d'investisseurs qui ne relèvent pas d'argent. C'est beaucoup moins bien évidemment que WeWork, je vous le cache pas, mais aujourd'hui donc possiblement de partir dans un spike, etc., un petit peu comme NIO par rapport aux voitures électriques du côté asiatique, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est un petit peu la nouvelle pour moi titrisation de 2008 qui fera toujours probablement flusher les marchés financiers. On va pas rentrer dans ce détail là, mais il faut faire quand même relativement gaffe à ces spikes. C'est potentiellement ce qui permet en fait de sauver ce type de boîtes qui sont aujourd'hui ont passé leur pic de croissance par rapport de devenir start-up, PME à grands groupes. Donc souvent en fait quand ça marche pas et ça fait très très mal, ça part souvent dans des fonds un peu où il y a beaucoup d'argent, donc des spikes ou des choses comme ça. Il y a plein de mécanismes en fait pour accompagner ce type de très grosses entreprises qui ont su avoir une croissance exponentielle extrêmement forte, qui ont levé et cramé beaucoup d'argent. Donc c'est à peu près le cas. Mais ces gens-là
partent plutôt et se dirigent plutôt dans la blockchain. Donc c'est pour moi plutôt une très bonne nouvelle. Et ça n'arrête pas en fait. Starwave lève 100 millions de dollars. Vous avez les créanciers de crypto-monnaie Babel Finance qui a évolué à 2 milliards de dollars après sa dernière levée de fonds. Bon, pour le coup, ça n'arrête pas. Je pense que tout n'est pas terminé et qu'il faut maintenant vraiment se préparer à des scénarios beaucoup plus baissiers que ce qu'on aurait pu imaginer en fait il y a quelques mois de cela, sans tomber dans le panneau, dans le piège d'être ultra vert. Comme malheureusement ça risque en fait d'être le cas, et c'est même déjà le cas, où on constate qu'il y a énormément de personnes qui ne parlent que de baisse, que de scénarios toujours plus baissiers. N'oubliez jamais une chose, je le répète tout le temps, mais l'être humain va tout le temps exagérer, que ce soit à la baisse ou à la hausse. À la hausse, tout le monde ne parle que d'un Bitcoin qui va monter à 100 000, 200 000, 300 000 dollars. Quand on est dans une dynamique baissière, tout le monde ne parle que de crack, de capitulation et de prix toujours plus bas. Que ce soit les 20 000, les 12 000, voire même les 8 000 dollars comme j'ai encore pu le voir. C'est systématique. Toujours dans l'excès. Et en fait, ces valorisations-là, en général, sont pas vraiment rationnelles, quoi. C'est vraiment pas cohérent. Et c'est important, en fait, de ramener de la cohérence, de la logique et de la rationalité. On évolue pour l'instant dans un canal baissier, que là, pour le coup, j'ai dessiné. Je rappelle toujours que dans une dynamique baissière, il y a des rebonds haussiers, qu'il ne faut absolument pas se faire avoir par ces rebonds. Ça veut dire que grosso modo, si vous voulez jouer le rebond en achetant les zones de support, très bien, c'est une bonne stratégie si on veut faire un peu de contre-tendance, mais j'ai envie de dire, autant faire directement la tendance, suivre la tendance en prenant plus des positions vendeuses que acheteuses, mais quand bien même si vous voulez le faire, très bien. Cependant, attention, n'achetez pas une fois que le rebond a déjà eu lieu, parce que c'est le meilleur moyen pour juste acheter des tops en fait tout simplement de marché, pour après repartir une nouvelle fois à la baisse. C'est systématique en fait dans les phases baissières. Dès que ça remonte, l'espoir revient. On se réengouffre en fait dans le marché en mode c'est bon, ça repart, et boum, le marché repart, refait à nouveau plus bas et va refaire sortir en fait toutes ces personnes qui sont rentrées beaucoup trop haut. Donc là actuellement on est à 30 000. Si on veut jouer le rebond, j'ai envie de dire c'est maintenant qu'il faut rentrer et non pas à 34, 35, 36 000. Ce sera beaucoup trop tard parce qu'on sera probablement sur des zones de retournement. The Big Whale, donc n'hésitez surtout pas à aller sur leur page sur Twitter, et du coup donc en fait c'est Raphaël Bloch et Grégory Raymond qui ont fait une interview de Michael Saylor. Ils poussent toujours plus loin, je sais pas ça sera qui les prochains, peut-être Elon Musk, mais en tout cas bravo à vous les gars. Et du coup donc là j'ai dit voici encore un exemple d'un investissement long terme, même si le marché ne redémarre que dans 2 ans, c'est pas grave. Donc là j'ai juste pris une partie donc de l'interview que je vais vous lire. Donc, The Big Whale, les marchés ne cessent de baisser depuis des mois et ne semblent pas au mieux. Et vous, comment allez-vous? Michael Saylor donc répond, tout va bien en rigolant. Le prix du Bitcoin a baissé, mais sa valeur intrinsèque est toujours intacte. J'ai toujours dit que nous avions une vision long terme, que le Bitcoin est une révolution technologique, économique et sociale. Et rien n'a changé à ce niveau-là. Tous ces débats autour des prix sont complètement inutiles et nous font passer à côté de l'essentiel. Et là, ce qu'il a dit, c'est vraiment très très puissant. Donc oui, j'ai oublié de dire pour les nouveaux, Michael Saylor aujourd'hui c'est la personne, on va dire l'entité qui détient avec MicroStrategy le plus de Bitcoin au monde. Bref, c'est la whale numéro 1 et du coup donc là ce qui veut dire c'est que la technologie est incroyable, mais vu que les gens sont beaucoup là pour la spéculation, pour essayer juste de faire des profits, et ben en fait ils oublient qu'à la fin c'est juste en fait insane niveau révolution entre Bitcoin, Ethereum, les NFT, bon bref, les crypto-monnaies, tout ce qui tourne autour. Et du coup, on en oublie le fond, on en oublie donc, comme je dis à chaque fois, le fondamental. Là, c'est du long terme. Lui, là, il a perdu plusieurs millions de dollars, il perd énormément d'argent, mais c'est pas grave, c'est du long terme. Bon, après lui, je crois que son prix, son average, je crois que c'est vers les 30 000 dollars, je sais plus exactement où c'est. Mais en tout cas, lui, il est tranquille. Il dort tranquille, même si on descend plus bas, on s'en fout, parce que on le sait très bien que ça sera même dans 10 ans, même si ça dure 10 ans, admettons, qu'on a un gros bear market sur les riscons, et que dans 10 ans, les crypto-monnaies remonteront. Donc c'est possible, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et bien c'est pas grave, dans 10 ans, moi je serai encore là, les gars, j'espère que je serai encore là, mais je crois à du très très long terme. Christine Lagarde et les crypto-monnaies, est-ce que quelqu'un est surpris? Est-ce que quelqu'un est surpris?
Quand on dit que cela ne vaut rien d'un actif dont la valeur est définie de par la confiance qu'on lui porte, c'est le meilleur moyen de dire erreur, point. Enfin, le Bitcoin ne vaut rien. Le Bitcoin a des millions et des millions de holders qui l'ont, qui le gardent et qui l'achètent aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, parce qu'ils pensent que sa valeur est au moins de 29 300 $. Donc ça, c'est pareil. Et ne repose sur rien. Ne repose sur rien. Si ce n'est un protocole sécurisé, décentralisé, le tout premier de l'histoire de l'humanité qui se sécurise par des particuliers pour des particuliers, qui a un uptime, c'est-à-dire un temps de fonctionnement supérieur à celui de Google, Twitter et Amazon réunis depuis 2008 et qui, pour l'instant, n'a été abusé par personne depuis sa création, ce qui n'a été le cas d'à peu près rien de ce que l'on connaît dans le monde centralisé, et qui a une sécurisation de par un réseau technique qui fait que le seul moyen de le faire tomber, c'est d'atteindre une puissance technique aujourd'hui qui n'est pas atteignable par aucun gouvernement et aucune entité centralisée. C'est du génie qui tourne en plus, tu vois, c'est pas juste une idée. Là, c'est Bitcoin, c'est une preuve que ça fonctionne. On lance la boule de neige qui est censée être inviolable, et depuis les premières discussions de 2009 à maintenant, le truc est juste inarrêtable, juste simple. Voilà. Donc le cela ne vaut rien, vous avez la définition, et le ça ne repose sur rien, vous en avez une autre. Et encore, un vrai gars qui connaît bien Bitcoin, il s'assoit ici et pendant 1h30, il complète les 2 phrases que je viens de dire, quoi. J'ai juste été très rapide, quoi. Eh bien écoutez, regardons comment cette chose qui ne vaut rien va perdurer, se développer et se valoriser dans les 50 et 60 prochaines années. En attendant, je continuerai à acheter un truc qui ne vaut rien autant que je le peux, les amis. Parce que c'est ma conviction depuis 2017. Et là où plein de crypto-monnaies sont en train d'essayer de faire des choses, elles se pètent la gueule, elles échecent, c'est la chose. Mais en attendant, mon humble évaluation et que cela ne vaut rien, actif sous-jacent pour agir. Et en attendant, la dernière fois qu'il y avait un actif sous-jacent derrière l'euro, on a eu les accords de Bretton Woods et ils se sont dit bon, c'est un petit peu dur quand même d'avoir de la monnaie qui est proportionnelle à l'or qu'on a. Alors on va faire une loi qui fait qu'on n'a plus besoin d'avoir de l'or. L'actif sous-jacent. Ça me dégoûte. Enfin bref. Mais elle n'est pas seule à s'exprimer de la sorte. Bill Gates vient de renouveler son avis. La valeur des crypto-monnaies pour Bill Gates, il a dit, est juste ce qu'une autre personne décide que quelqu'un d'autre paiera pour elle. Donc elle n'apporte rien à la société, comme les autres investissements. Comme je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente, l'ancien président de la Fed, Ben Shalom Bernanke, a déclaré lors d'une interview que les crypto-paiements ont réussi en tant qu'actifs spéculatifs, rappelant leur nature volatile. Ben a également déclaré que les crypto-monnaies étaient censées remplacer le fiat et qu'ils ont échoué d'atteindre cet objectif. Dans ma vidéo précédente, je vous ai aussi parlé du discours à charge de Fabio Panetta, membre de l'executive board de la BCE. Il a accusé tout l'écosystème crypto d'être un grand casino. Il a déclaré que la cupidité et l'anarchie ont transformé cette terre promise en Far West. Je vous invite à consulter ma vidéo précédente dans laquelle j'ai répondu à toutes ces accusations, notamment les accusations infondées de financement de terrorisme et de blanchiment d'argent, qui sont souvent répétées. Même Nassim Taleb, l'inventeur de la notion du signe noir, a publié un papier scientifique dans lequel il tente de démontrer que la valeur de Bitcoin tombera à zéro sans même se rappeler que la valeur des monnaies fiat, sans valeur intrinsèque, tombe déjà à zéro. Elles aussi, avec une perte de valeur de quasi 99% durant 100 ans. Warren Buffett rejoint aussi le concert attaquant Bitcoin, qui pour lui est sans valeur et jure qu'il ne possédera jamais de crypto-monnaie. Il a déclaré « Les crypto-monnaies n'ont fondamentalement aucune valeur. Vous ne pouvez rien en faire sauf la vendre à quelqu'un d'autre. » Dans ce contexte, le gouverneur de la Banque centrale, M. François Villeroy de Galhau, s'est exprimé aussi à son tour à l'occasion du Forum financier international de Paris. Il a déclaré « La menace des crypto-monnaies ne laisse plus beaucoup de temps, 1 ou 2 ans. » Vous aurez noté un trait commun de toutes ces déclarations. Les personnes qui s'expriment sont tous d'un âge élevé, d'une autre génération. D'ailleurs, même le fils de la présidente de la Banque Centrale Européenne est un investisseur en crypto. Avec les très récentes informations sur la fin du minage d'Ethereum, vous êtes très nombreux à me poser la question « Mais tiens, qu'est-ce que l'on va bien pouvoir miner lorsque Ethereum sera passé totalement en staking ?» Et cela tombe bien car aujourd'hui, je vous propose une liste de différentes crypto-monnaies qui pourrait s'avérer très intéressante dans le futur. Alors, c'est parti! Lorsque l'on pense à une alternative à Ethereum, la crypto numéro 1 qui nous vient en tête n'est autre que son grand frère, à savoir Ethereum classique.
Alors, Ethereum classique, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Et d'ailleurs, si vous n'aviez pas vu à l'époque ma vidéo, je vous invite à y jeter un coup d'œil, je vous explique notamment pourquoi, et selon moi, selon une théorie, il serait fort probable que le prix de l'Ethereum classique soit manipulé à la hausse pour permettre aux fermes de minage de toujours être rentables lorsque l'Ethereum va passer en Proof of Stake. C'est pourquoi, dans le futur, Ethereum classique a toutes ses chances de devenir la crypto-monnaie, ou du moins l'une des crypto-monnaies les plus rentables pour les mineurs, et elle compte bien asseoir sa domination sur les autres crypto-monnaies. Mais en dehors de cela, Ethereum classique a également de très grosses similitudes avec Ethereum, notamment au niveau du mining, ce qui en fait une crypto-monnaie qui est très simple à miner, notamment si vous avez déjà miné de l'Ethereum, il sera très simple de passer sur Ethereum classique. En effet, Ethereum classique repose sur quasiment le même algorithme que Ethereum, ce qui est très pratique pour la transition de l'un vers l'autre, mais également pour tous ces fameux ASIC qui sont actuellement présents sur Ethereum, qui vont pouvoir migrer très facilement sur Ethereum classique avec quelques petites manipulations, mais rien de bien sorcier. De plus, faut-il encore une fois le rappeler, mais l'algorithme de l'Ethereum et de l'Ethereum classique, à savoir ETH, est un algorithme qui est très peu gourmand en ressources, par rapport à d'autres algorithmes bien entendu. Et pendant ce temps au Portugal, les détenteurs de crypto ont été rassurés par une décision du Parlement. En effet, je vous rappelle que le 16 mai dernier, Fernando Medina, le Premier ministre des Finances, avait annoncé vouloir taxer les gains en crypto dans le pays, alors que depuis 2018, il existe une exonération d'imposition pour les cryptos. Et hier, le Parlement s'est prononcé sur 2 propositions émises par le parti de gauche au Parlement, et le but était de taxer les gains crypto supérieurs à 5 000 €, et le Parlement a finalement décidé de rejeter les 2 propositions. Et donc on voit que pour le moment, le Parlement rejette l'idée de la taxation, mais le ministre des Finances a bien l'intention de fournir un cadre législatif au secteur des cryptos, et pourquoi pas parvenir à imposer une taxation similaire aux investissements financiers classiques. Bref, pour le moment, pas de taxation crypto au Portugal, mais il faut s'attendre à d'autres propositions allant dans ce sens de la part du parti de gauche du pays. Alors je pense que déjà c'est en effet c'est quelque chose d'assez inédit que demande l'Europe. Pour information, donc ces idées autour de la compréhension en fait des échanges entre une plateforme et une autre plateforme, d'une plateforme et un tiers qui peut être un unhosted wallet comme l'utilisation d'un ledger ou d'une solution logicielle. En revanche, ce qui est assez amusant, c'est que ce que tous les acteurs, y compris le GAFI, notent, c'est que la plupart des pays ont demandé à mettre en place la travel rule, ont déjà commencé à mettre en place la travel rule, et une question est assez claire, il a été posé la question, est-ce que vous souhaitez l'appliquer aussi au unhosted wallet? Et en très grande majorité, la réponse est non. Pour les États-Unis, la Suisse et tous les pays qui ont été interrogés. Donc ce qui est assez surprenant, c'est que l'Europe voudrait l'appliquer alors que les autres pays ne le font pas. Alors c'est vraiment l'écosystème qui est impacté. Nous, en soi, on est capable de répondre à cette réglementation. Donc on va plutôt pouvoir aider les acteurs. Après, c'est juste qu'en termes de solutions à mettre en place, on aimerait que ce soit une solution qui puisse correspondre à nos valeurs et donc surtout à pouvoir du coup garder la vie privée des utilisateurs. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'essayer d'appliquer des vieilles règles qui s'appliquaient au système financier précédent, qui n'a rien à voir avec le système financier décentralisé qui est représenté par Bitcoin, Ethereum et l'ensemble des blockchains. On essaye d'appliquer ces règles en fait à une nouvelle technologie et il semble que le régulateur ne prenne pas en compte l'aspect technologique des choses, ni dans sa volonté de réguler, c'est-à-dire on ne voit pas ce qui est différent finalement aujourd'hui par rapport à hier et donc du coup on n'adapte pas la régulation en conséquence. La monnaie est un actif matériel ou immatériel qui traditionnellement a 3 fonctions. Un moyen d'échange, donc moyen de paiement, une unité de compte et une réserve de valeur. Historiquement, une monnaie pouvait être acceptée par consentement général ou entre les parties ou imposée par décision réglementaire. Désormais, la monnaie, c'est un instrument financier émis par une banque centrale ou par un intermédiaire financier agréé. C'est le cas de votre banque commerciale, on appelle ça la monnaie commerciale. Sachez que l'argent que vous avez sur votre compte bancaire, ce n'est pas de l'argent de la banque centrale, c'est une monnaie privée émise par votre banque commerciale sous sa responsabilité et sous la supervision de la banque centrale. La monnaie prend le nom d'une devise en dehors de sa zone monétaire, comme le dollar en Europe. La monnaie constitue une créance sur l'entité émettrice, donc inscrite au passif de cette dernière.
Mais réfléchissons ensemble sur une définition plutôt philosophique sur la nature de la monnaie et la valeur de la monnaie. Et une jolie petite nouvelle, on l'avait oublié depuis longtemps, cette fameuse blockchain de JP Morgan, il avait même créé son propre token JP Morgan, et BNP Paribas rejoint la blockchain de JP Morgan pour pouvoir gérer ses interbancaires et ses intervacations par rapport aux virements bancaires internationaux. Je trouvais ça plutôt intéressant, ça a l'air de fonctionner, ils ont un vrai service là-dessus, JP Morgan est à fond dedans, donc pour le coup, je pense qu'ils sont relativement bien, entre guillemets, renseignés par rapport à ce qu'ils peuvent faire sur ce marché, 38 000 $, pourquoi pas cette target, c'est notre boîte de Pandore, je la jouerai bien évidemment et je hedgerai très fortement l'intégralité de mon capital d'actifs financiers sur ces niveaux de prix, si le marché me donne la possibilité de le faire, mais jusqu'à preuve du contraire, qu'est-ce que je fais? Strictement rien, j'observe, ni plus ni moins. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le protocole Jexchange. C'est un échangeur décentralisé sur la blockchain Elrond. Si vous vous intéressez un minimum à l'écosystème Elrond, notamment si vous participez au Launchpad, je vous le garantis, il faut absolument regarder la vidéo jusque la fin, puisque ça vous permettra d'échanger, donc soit d'acheter, soit de vendre. Par exemple, les tokens qui vont être présents sur les Launchpads. Historiquement, on a eu le Ride, le Item, et ça sera le cas également pour les futurs Launchpads. Donc, via cette plateforme, vous avez la possibilité de les échanger avant leur listing sur Maillard. Allez, on rentre directement dans l'explication de ce protocole. Alors, on pourrait commencer par se demander pourquoi la plateforme Jexchange existe. Tout simplement puisque dans l'écosystème Elrond, pour le moment, il n'y a qu'un seul échangeur décentralisé, le plus grand, le plus fort, le MaillardDEX. Sauf que forcément, comme c'est le seul échangeur décentralisé, ça va poser quelques petits soucis. Surtout que le MaillardDEX, il va être très lent au niveau du listing des tokens. Par exemple, pour Item, ça a pris plus d'1 mois entre justement le Launchpad, donc la distribution des jetons aux personnes qui ont un ticket gagnant du Launchpad, et le listing du jeton Item sur Maillard. Également, au niveau du processus de listing sur le MaillardDEX, ça va être très centralisé, c'est-à-dire que c'est l'équipe qui a la main sur quel jeton va se faire lister et quel jeton ne va pas se faire lister. Donc forcément, c'est pas mal, on va dire ça va protéger les investisseurs dans le sens où il y a seulement des gros tokens validés qui sont listés. Néanmoins, même si le système va être similaire sur Jexchange, c'est-à-dire que la team va entre guillemets whitelister, valider des tokens pour qu'ils soient listés sur notre plateforme, ça va être beaucoup plus souple et beaucoup plus rapide justement sur le protocole Jexchange. Donc là où justement le MaillardDEX va manquer en flexibilité et vraiment aussi le côté permissionless, la solution Jexchange justement va être beaucoup plus rapide, la team va être beaucoup plus réactive et en fait je pense qu'il ne faut pas mettre Maillard et Jexchange en opposition, mais on va plutôt dire que Jexchange est un complément. Il va vraiment apporter de la valeur ajoutée à l'écosystème. Et aussi, grosse différence, contrairement au Maillard où ça va être les classiques pools de liquidité, sur Jexchange, ça va être un système peer-to-peer, donc de pair à pair, qui, on va le voir, va être différent et va notamment représenter quelques avantages, mais surtout pour les plus petits jetons. D'une part, on a Terra Luna qui est pas mal attaqué, notamment son fondateur, qui est même accusé d'avoir manipulé tout ça. Et d'autre part, on a aussi des soutiens justement du lancement de la blockchain 2.0. Et ça tranche même en fait avec les déclarations notamment du CEO de Binance. Et moi, j'explique ça, comme je vous l'ai dit, par le fait que, à part ça, en fait, un burn n'est pas viable parce que les personnes qui parlaient de rembourser ou de faire un burn pensaient que Luna Foundation Guard détenait en fait beaucoup plus d'argent, notamment des milliards et pas simplement 180 millions. Donc, à choisir entre soutenir un projet qui n'est plus viable et que tout le monde a perdu son argent ou faire une dernière tentative d'un peu de récupération, j'ai envie de dire, pour les anciens investisseurs, même si c'est clairement pas idéal, je pense que c'est toujours mieux que rien. Mais n'hésite pas d'ailleurs à me donner ton avis dans les commentaires. Je rappelle d'ailleurs que je réponds à toutes vos questions dans les commentaires. Comme je te le disais, ce qui tranche un peu avec tout ça, c'est justement les nouvelles accusations qui arrivent concernant l'équipe de Terra Luna, mais ainsi que Do Kwon. C'est comme ça qu'on a pu lire sur différents threads de Twitter. Je suis au courant du renflouement de Jump, donc en mai 2021, et je sais exactement combien tu leur dois chaque mois. En fait, tout simplement, il y avait déjà eu un dépeg de l'UST en mai 2021 et là c'était Jump Capital qui est intervenu et qui avait investi à peu près 300 millions de dollars pour sauver le PEG. Il faut savoir qu'ils avaient également été impliqués dans le sauvetage du Solana Wormhole.
Et il y en a en fait qui ont fait le lien entre les deux événements, à savoir entre ce qui s'est passé avec Solana et justement le plan de sauvetage de 300 millions à l'époque, qui avait ensuite été remboursé en fait progressivement en UST. Et donc là, on retrouve différents tweets dans lesquels on voit notamment des accusations de manipulation du trading pour les investisseurs particuliers qui avaient perdu en fait des milliards, avec même des internautes qui indiquaient qu'ils savaient qui contrôlait tout en coulisses et qu'il y avait en fait une fenêtre Slack avec une fenêtre de mémoire de 14 jours. Donc sous-entendu qu'il y avait justement donc une fenêtre Slack et qu'il y avait un historique de 14 jours et que cette personne avait peut-être eu accès à des échanges confidentiels. Et si jamais en fait toutes ces affirmations étaient vraies, il y aurait peut-être d'énormes manipulations et ça directement de Terraform Labs ou encore du Luna Foundation Guard. Et avec les accusations récentes donc de la Corée du Sud qui indiquent qu'ils ont des indices, peut-être même des preuves, ça fait quand même réfléchir sur la situation. Je vous ferai un update, on va pas accuser des gens sans preuve bien entendu. Je continue de faire mes recherches et je vous le ferai savoir dès que j'en saurai plus. Et on débute les actualités du monde crypto avec le token de The Sandbox qui fait plus 10% suite à l'arrivée de Elvis dans le métaverse. En effet, le projet vient d'annoncer un partenariat avec la société Elvis Presley Enterprise ainsi que les studios Web3 Run It Wild afin de créer 1935 NFT qui seront délaissés passer pour l'accès au métaverse Elvis On-Chain qui sera lancé le 1er juin prochain. Et ce 1er juin, ils vont organiser un événement où les avatars pourront être à l'effigie de Elvis Presley, et le but est de créer un lieu où pourront se réunir les fans du King, et où ils pourront également assister à des événements, et comme vous pouvez le voir à l'écran, ils pourront également acheter des NFT autour de l'univers d'Elvis Presley, comme par exemple des musiques, des vidéos, ou encore des wearables dans le métaverse. Je vais commencer par vous présenter Exclusible. C'est une plateforme qui est spécialisée dans la vente de NFT de luxe. Dans une vidéo que j'avais sortie il y a assez longtemps, une vidéo dans laquelle je parlais du métaverse, et je parlais notamment du fait que parmi toutes les entreprises et toutes les marques qui s'intéressent aux NFT et au métaverse, celles qui semblent les plus intéressées, c'est des marques de luxe. Et pour une marque de luxe, la problématique elle est un petit peu différente que pour d'autres marques ou pour d'autres types de collections de NFT. Et ces marques-là vont pas forcément vendre des collections sur OpenSea. Et du coup, il y a Exclusible qui est une plateforme spécialisée dans les produits de luxe. Je pourrais vous mettre cet article de Cryptost en description parce qu'il est assez complet, il donne pas mal d'informations. Mais comme je viens de dire précédemment, Exclusible, c'est le luxe qui rencontre le Web3. Fondée en 2021, cette plateforme d'un nouveau genre est à la croisée du luxe traditionnel et du luxe numérique. Donc comme type de produit ou de marque qui souhaitent vendre des NFT sur Exclusible, on a des bijoux, des montres, la mode, l'art ou des voitures de luxe. Mais ils vont encore plus loin parce qu'ils proposent aussi des expériences virtuelles dans le métaverse et ils vendent aussi de luxueux penthouse, des villas dans lesquelles on peut recevoir jusqu'à 50 personnes du coup connectées en VR dans le métaverse, et dans sa villa on peut exposer ses plus beaux NFT. Alors évidemment ça s'adresse pas forcément à tout le monde parce que les produits de luxe ne sont pas accessibles à tout le monde et ce type de villa se vend très cher. Par contre quand on est une star, ou pas forcément une star, mais quand on a beaucoup d'argent et qu'on cherche à diversifier son portefeuille, son capital, de la même manière qu'il peut y avoir des œuvres d'art qu'on achète en physique, des tableaux, des peintures, des sculptures, il peut aussi y avoir des NFT de luxe, et ça peut intéresser des personnes comme par exemple Snoop Dogg, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Snoop Dogg, il a beaucoup de NFT, mais il y en a plein d'autres, des gens, des stars, des sportifs, qui peuvent être intéressés par des produits comme cela, des privilégiés du coup, qui peuvent acheter ce type de penthouse, qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Et en fait pour les marques de luxe, c'est aussi un enjeu de pouvoir se saisir du Web3, du métaverse. C'est pas forcément facile à aborder parce qu'elles ont des images de marques justement luxueuses avec des hauts standards, et c'est aussi pour cette raison-là qu'elles peuvent pas forcément aller sur OpenSea. Elles vont préférer Exclusible par exemple, parce que ça correspond du coup à leur image. Il faut qu'il y ait des synergies et des correspondances à ce niveau-là. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.